Avez-vous déjà pensé qu'un simple changement de nom pourrait effacer toute une vie? En 1907, dans un orphelinat perdu de la vallée de la Loire, 5 enfants ont posé ensemble pour une photographie qui semblait innocente. Mais ce jour-là, l'un d'eux portait un faux nom, imposé pour cacher sa véritable identité. Ce que cette image allait révéler quelques mois plus tard mettait au grand jour un système qui faisait disparaître les enfants de familles entières. Ce qui est arrivé à cet enfant et pourquoi son histoire a marqué toute une génération, je vais vous le raconter maintenant. Avant de commencer, rappelez-vous que cette histoire dramatisée, inspirée de faits réels historiques, ne doit pas être oubliée. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Votre soutien permet que la mémoire de ces enfants perdus continue de vivre et que nous puissions partager d'autres récits bouleversants avec vous. Cette photographie a été découverte dans une malle oubliée au grenier de l'ancien orphelinat Saint-Benoît en 1987, cachée sous une pile de registres moisis. 5 garçons figés dans le temps. Novembre 1907. Leurs visages innocents témoins d'une époque où disparaître n'était qu'une signature illisible dans un livre de sortie. Mais regardez attentivement le garçon au centre. Ses yeux baissés racontent une vérité que personne n'aurait dû découvrir. Ce matin-là, dans la brume glaciale du Val-de-Loire, Julien Morel se tenait immobile contre le mur moussu du patio, ses petites mains tremblantes serrées contre son corps maigre. À 9 ans, il portait encore les cicatrices invisibles d'un nom qu'on lui avait volé et d'une identité enterrée sous les mensonges administratifs. Les archives départementales d'Indre-et-Loire conservent encore aujourd'hui le registre d'entrée où son nom fut inscrit pour la première fois, Julien Morel, abandonné par un prêtre de passage, avril 1907. Mais Julien cachait un secret terrible. Chaque nuit, quand les autres dormaient, il murmurait un autre nom dans l'obscurité, Elliot Duvivier. Ce nom résonnait comme un fantôme dans sa gorge, accompagné d'images fragmentées qu'il n'arrivait plus à assembler complètement. L'odeur de l'encre d'imprimerie, les mains calleuses de son père Henri posées sur ses épaules, le sourire fatigué de sa mère Céleste penchée sur sa machine à coudre. Les registres officiels ne mentionnent rien de ses souvenirs. Pour l'administration républicaine, Elliot Duvivier avait simplement cessé d'exister le jour où son père, typographe et syndicaliste à Béziers, fut abattu lors des émeutes de 1906. Sa mère, Céleste, accusée d'incitation à la révolte, disparut dans les couloirs sombres de l'asile de femmes de Montpellier. Leur fils de 7 ans fut confié à un voisin compatissant qui, terrifié par les répercussions, l'emmena discrètement à Paris avant de l'abandonner aux autorités ecclésiastiques. Dans le froid mordant de ce matin de novembre, Julien fixait l'objectif de l'appareil photographique avec cette expression étrange qui troublait tant les religieuses. Sœur Augustine, qui tenait les registres comportementaux selon les directives de l'époque, écrivait régulièrement « L'enfant Morel manifeste des tendances introspectives inquiétantes. Il dessine compulsivement la même maison dans les marges de tous ses cahiers et refuse catégoriquement de répondre quand on l'appelle par son prénom. » Ce que sœur Augustine ne comprenait pas, c'est que chaque fois qu'on prononçait « Julien », le petit garçon ressentait une douleur physique au niveau de la poitrine, comme si son vrai nom tentait de remonter à la surface. Il avait développé une gaguerie sévère qui ne se manifestait que lorsqu'il était forcé de se présenter. Les mots restaient coincés dans sa gorge et ses mains se mettaient à trembler incontrôlablement. Mais ce matin-là était différent. Quelque chose dans l'air lui rappelait Béziers. Peut-être était-ce cette brume qui s'accrochait aux pierres anciennes, semblable à celle qui enveloppait les ruelles de son enfance, ou bien ce silence particulier qui précède toujours les tempêtes. Tandis que le photographe ajustait son matériel, Julien sentit une étrange prémonition lui nouer l'estomac. Il ne savait pas encore que cette photographie deviendrait le dernier témoignage de son existence sous le nom de Julien Morel. Dans quelques mois, une femme en uniforme républicain tiendrait cette même image entre ses mains et reconnaîtrait un visage publié dans le journal de Tours des mois auparavant. Un visage associé à un nom différent, Elliot Duvivier, fils disparu de la révolte. Le photographe leva enfin son appareil.
Ne bougez plus, les enfants. Julien obéit, mais ses yeux trahissaient déjà la vérité que personne ne voulait entendre. Au moment précis où l'obturateur se déclencha, une larme roula silencieusement sur sa joue gauche. Une larme pour Elliot Duvivier, l'enfant qu'il avait été et qu'on l'empêchait d'être. Cette photographie ne devait être qu'un document administratif de routine. Elle allait devenir la preuve accablante d'un système qui effaçait les enfants gênants. Mais pour comprendre comment ce petit garçon aux yeux baissés était arrivé là, il faut retourner 18 mois en arrière, dans les ruelles poussiéreuses de Béziers, quand Elliot Duvivier croyait encore que les papas rentraient toujours à la maison et que les mamans chantaient éternellement des berceuses. Béziers, mars 1906. Dans l'atelier typographique de Henri Duvivier, l'odeur de l'encre se mélange à celle du tabac bon marché et de la sueur honnête. Le petit Elliot, alors âgé de 7 ans, observe son père composer patiemment les caractères pour le journal syndical « La Voix du peuple ». Ses petites mains tentent d'imiter les gestes précis de Henri, arrangeant maladroitement les lettres de plomb dans leur ordre mystérieux. « Papa, pourquoi les lettres doivent être à l'envers ?» demande Elliot, sa voix claire résonnant dans l'atelier encombré. Henri sourit, ses mains tachées d'encre ébouriffant tendrement les cheveux de son fils. « Parce que la vérité, mon petit, elle doit d'abord être retournée avant de pouvoir être imprimée sur le monde. » Cette phrase restera gravée dans la mémoire d'Elliot, même quand tout le reste aura été effacé. Céleste Duvivier rentre de son travail à la manufacture textile, les doigts rougis par les heures passées sur les machines à coudre. Elle trouve toujours père et fils penchés sur les caractères, conspirant dans leur univers de mots et d'idées. « Mes deux hommes », murmure-t-elle en embrassant le sommet de leur tête. Les archives municipales de Béziers conservent encore les registres de cette époque, témoins silencieux d'une famille ouvrière unie par l'amour et les convictions. Mais les temps changent rapidement dans le Languedoc de 1906. La crise viticole s'aggrave, les vignerons se révoltent, et le gouvernement de Clémenceau durcit sa position contre les mouvements sociaux. Henri Duvivier, membre actif du syndicat des typographes, imprime des tracts appelant à la solidarité avec les vignerons. Chaque soir, Elliot l'aide à plier les feuillets révolutionnaires, ses petites mains œuvrant pour une cause qu'il ne comprend pas encore. « Pourquoi maman pleure-t-elle parfois la nuit ?» demande un jour Elliot à son père. Henri s'arrête dans sa composition, les lettres de plomb tremblant entre ses doigts. « Parce qu'elle a peur, mon fils. Peur que les méchants nous fassent du mal parce que nous disons la vérité. » L'enfant hoche la tête gravement, ne réalisant pas que cette conversation prophétique se déroule seulement 3 semaines avant la tragédie. Le 12 juin 1906, les forces de l'ordre chargent une manifestation pacifique de vignerons à Narbonne. Henri Duvivier, présent en tant que représentant syndical, tente de protéger une femme enceinte piétinée par la foule en panique. Une balle perdue l'atteint en pleine poitrine. Les témoins rapportent qu'il est mort en murmurant le prénom de son fils. Elliot, dites à Elliot. Céleste apprend la nouvelle par un télégramme laconique. Henri Duvivier décédé suite trouble Narbonne. Stop corps disponible, morgue municipale stop. Elle s'effondre sur le sol carrelé de leur petite cuisine, ses sanglots réveillant Elliot qui dormait dans la chambre voisine. L'enfant accourt, trouve sa mère prostrée, le télégramme froissé dans sa main crispée. « Maman, où est papa ?» La question innocente brise définitivement le cœur de Céleste. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que son héros ne reviendra jamais de la guerre invisible que mènent les pauvres contre l'indifférence du monde? Elle serre Elliot contre elle, ses larmes mouillant les cheveux soyeux de son fils. « Papa est parti aider les anges à imprimer des journaux au ciel, mon trésor. » Les semaines suivantes s'enchaînent dans un cauchemar bureaucratique. L'atelier typographique est saisi par les créanciers. Céleste, seule avec Elliot, tente de survivre avec son maigre salaire de couturière. Mais sa participation aux réunions syndicales aux côtés de Henri la rend suspecte aux yeux des autorités. Les registres de la préfecture de l'Hérault mentionnent son nom dans plusieurs rapports de surveillance. Épouse de l'agitateur Duvivier, potentiellement dangereuse. Le 3 septembre 1906, 2 gendarmes se présentent à leur domicile. « Madame Duvivier,
Vous êtes en état d'arrestation pour incitation à la révolte et propagande séditieuse. Elliot, caché derrière les jupes de sa mère, voit les uniformes, entend les voix dures, sent la terreur de Céleste qui tremble de tout son être. « Mon fils, que va devenir mon fils ?» implore-t-elle. « L'enfant sera pris en charge par l'assistance publique », répond froidement l'un des gendarmes. Céleste tombe à genoux, agrippe les mains de son petit garçon. « Elliot, mon cœur, rappelle-toi toujours que maman et papa t'aiment plus que tout au monde. Rappelle-toi ton nom, rappelle-toi qui tu es. » Sa voix se brise tandis qu'on l'emmène de force. Elliot reste seul dans la maison vide, ses cris déchirants résonnant dans les pièces que ses parents ne réchaufferont plus jamais. Le voisin, Monsieur Barthélemy, le recueille provisoirement, mais la peur le gagne rapidement. Héberger le fils d'un agitateur peut attirer l'attention des autorités. Une semaine plus tard, il emmène discrètement Elliot à la gare de Béziers. « Je t'emmène voir ta tante à Paris », ment-il doucement à l'enfant épuisé de chagrin. Mais arrivé à Paris, Barthélemy abandonne Elliot dans un bureau des services sociaux avec une note. Orphelin sans famille. Père mort. Mère internée. Le petit garçon comprend enfin qu'il ne reverra jamais sa maison. Jamais ses parents. Sa vie de Elliot Duvivier vient de se terminer. Orphelinat Saint-Benoît, avril 1907. Le petit Elliot, désormais Julien Morel selon les registres officiels, découvre l'univers impitoyable de l'institution religieuse. Père Mathias, le directeur, un homme sec aux yeux froids, explique les règles d'une voix monotone. Ici, vous oubliez votre passé. Vous êtes des enfants de la République. Et la République vous offre une nouvelle chance. Mais pour Elliot, cette chance ressemble davantage à un enterrement de première classe. Les premières semaines sont un calvaire silencieux. Elliot refuse de répondre quand on l'appelle Julien. Sa gaguerie s'aggrave, transformant chaque tentative de communication en torture. Il développe des tics nerveux, clignements compulsifs, grattage jusqu'au sang de ses mains tremblantes. La nuit, ses cauchemars le réveillent en sursaut, et il mouille son lit régulièrement, provoquant les moqueries cruelles des autres pensionnaires. Frère Anselme, un jeune novice de 22 ans aux yeux bienveillants, remarque le talent artistique exceptionnel du garçon. Dans les marges de tous ses cahiers, Elliot dessine obsessionnellement la même petite maison, celle de Béziers, avec sa porte bleue écaillée et sa fenêtre où sa mère l'attendait chaque soir. « Ces dessins sont magnifiques, Julien », murmure frère Anselme, qui habitait dans cette maison. Le garçon lève vers lui des yeux emplis de larmes et bafouille. C'était chez moi, avant. Un jour de mai 1907, un nouveau pensionnaire arrive. Pierre Dubois, 12 ans, fils d'un viticulteur tué lors des mêmes émeutes que Henri Duvivier. Pierre reconnaît immédiatement dans le regard d'Elliot la même douleur que la sienne. « Tu as perdu tes parents aussi, toi ?» demande-t-il simplement. Elliot hoche la tête, incapable de prononcer un mot. Cette rencontre marque le début d'une amitié qui deviendra son unique ancrage dans ce monde hostile. Pierre apprend à déchiffrer les silences d'Elliot, à comprendre ses gestes et ses dessins. Ensemble, ils créent un refuge secret derrière la chapelle, un petit jardin sauvage où Elliot plante des fleurs dans des boîtes de conserve rouillées. « Maman aimait les marguerites », confie-t-il un jour à Pierre, sa voix à peine audible. C'est la première fois qu'il évoque ses parents à voix haute depuis des mois. Mais l'administration de l'orphelinat surveille étroitement ses amitiés particulières. Sœur Augustine, responsable de la discipline, sépare régulièrement les deux garçons, craignant qu'ils ne développent des tendances sentimentales inappropriées. Les correspondances entre orphelinats de l'époque révèlent cette obsession du contrôle. Veiller à empêcher la formation de liens affectifs exclusifs susceptibles de nuire à l'adaptation sociale ultérieure. L'été 1907 apporte une révélation troublante. Elliot développe une mémoire prodigieuse pour compenser ses difficultés à s'exprimer oralement. Il mémorise des poèmes entiers après une seule écoute, récite des passages de la Bible avec une précision qui fascine et inquiète les religieux. Père Mathias commence à le soupçonner de capacités anormales et ordonne une surveillance renforcée. En secret, Elliot développe un système d'écriture codée pour préserver ses vrais souvenirs.
Il utilise des symboles inspirés des caractères typographiques de son père, cachant ses récits secrets dans les recoins de l'orphelinat. Pierre l'aide à dissimuler ses journaux interdits dans leur jardin secret. « Si jamais il m'arrive quelque chose, » murmure Elliot, « promets-moi que tu te souviendras de mon vrai nom. » L'automne arrive avec ses brumes glaciales et une visite officielle imprévue. Une délégation parlementaire menée par Madame Rousseau, inspectrice de la commission républicaine, doit évaluer les conditions de vie dans les orphelinats publics. Des rumeurs de maltraitance et de disparitions administratives d'enfants gênants ont atteint Paris. Père Mathias ordonne un nettoyage complet de l'établissement et sélectionne soigneusement les pensionnaires qui seront présentés aux inspecteurs. Le 15 novembre 1907, jour de la photographie officielle, Elliot sent une angoisse inexplicable lui nouer l'estomac. Pierre tente de le rassurer. « Ce n'est qu'une photo, Elliot. Ça ne peut pas nous faire de mal. » Mais Elliot a développé une intuition douloureuse pour pressentir les catastrophes. Tandis qu'ils se mettent en rang devant le photographe, il murmure à Pierre « J'ai peur que cette photo nous sépare pour toujours. » L'objectif se fixe sur eux. Elliot baisse instinctivement les yeux, refusant de soutenir le regard de l'appareil. Dans son esprit, cette machine ressemble trop aux machines qui ont broyé sa famille. Au moment exact où l'obturateur se déclenche, une larme roule sur sa joue. Cette larme sera bientôt agrandie à la loupe par une inspectrice attentive qui reconnaîtra dans ce visage d'enfant les traits d'un petit garçon disparu des registres officiels. Mais pour l'instant, Elliot ignore encore que cette photographie vient de sceller son destin. Dans quelques mois, quand Madame Rousseau comparera cette image avec d'anciens journaux de Béziers, le nom Julien Morel cessera d'exister, et avec lui disparaîtra le dernier refuge du petit Elliot Duvivier. La machine administrative qu'il avait créée s'apprêtait maintenant à l'effacer définitivement. Avril 1908. L'inspectrice Madame Rousseau étale sur son bureau de la rue Saint-Dominique une collection de photographies d'orphelinats et de coupures de journaux jaunis. Ces enquêtes sur les disparitions administratives d'enfants l'ont mené à constituer un dossier troublant. Parmi les documents, une photo du journal de Tours datée de mars 1906 attire son attention. Elliot Duvivier, 7 ans, fils disparu après l'arrestation de ses parents syndicalistes. Son cœur s'arrête. Ce visage, elle l'a déjà vu récemment. Fébrile, elle fouille dans ses rapports d'inspection jusqu'à retrouver la photographie de l'orphelinat Saint-Benoît, prise en novembre 1907. Le garçon au centre, celui aux yeux baissés et à la larme discrète, c'est indéniablement le même enfant. Mais sur les registres de l'orphelinat, il figure sous le nom de Julien Morel. « Mon Dieu !» murmure-t-elle. « Il change l'identité des enfants gênants. » Elle prépare immédiatement un retour à Tours, accompagné cette fois d'un huissier et d'un photographe officiel. L'objectif, confronter l'administration religieuse avec cette preuve accablante et récupérer l'enfant avant qu'il ne disparaisse à jamais. Le 28 avril 1908, Madame Rousseau franchit les grilles de l'orphelinat Saint-Benoît avec ses documents sous le bras. Père Mathias l'accueille avec une courtoisie glaciale, pressentant que cette visite impromptue ne présage rien de bon. « Père Mathias, je souhaite m'entretenir avec l'enfant Julien Morel, admis chez vous en avril 1907. » Julien se trouve au réfectoire avec les autres, répond prudemment le directeur. « Puis-je connaître la raison de cet intérêt particulier ?» Madame Rousseau sort les 2 photographies et les pose côte à côte sur le bureau. Parce que cet enfant s'appelle en réalité Elliot Duvivier et qu'il a été déclaré disparu par les autorités de Béziers. Le visage de Père Mathias se décompose. Ses mains tremblent imperceptiblement tandis qu'il examine les preuves irréfutables. Il nous a été confié sous le nom de Julien Morel par un prêtre de passage. Nous n'avions aucune raison de suspecter. Mensonge, coupe fermement l'inspectrice. Les archives nationales conservent les ordres de transfert. Cet enfant a été délibérément soustrait aux recherches familiales et doté d'une fausse identité. Conduisez-moi à lui, immédiatement. Au réfectoire,
Elliot partage son maigre déjeuner avec Pierre quand il aperçoit la délégation officielle qui traverse la cour. Quelque chose dans l'attitude tendue de Père Mathias et l'expression déterminée de la dame en uniforme lui noue l'estomac. « Pierre, murmure-t-il, je crois que mon cauchemar recommence. » Madame Rousseau entre dans le réfectoire silencieux et pose immédiatement son regard sur Elliot. Même amaigri, même marqué par 2 années de souffrance institutionnelle, c'est indéniablement l'enfant des photographies. Elle s'approche doucement, sort de son sac la coupure de journal de 1906. « Mon petit, peux-tu me dire ton vrai nom ?» Elliot lève vers elle des yeux emplis de terreur et d'espoir mélangés. Sa gagaerie habituelle l'empêche de prononcer un mot. Madame Rousseau comprend et pose délicatement la photographie devant lui. « Est-ce que tu reconnais ce petit garçon ?» Soudain, c'est l'explosion émotionnelle. Toutes les digues que Elliot avait construites pour survivre s'effondrent d'un coup. Il voit son visage d'autrefois, innocent et souriant, à côté de la mention « Elliot Duvivier, fils disparu ». Ses sanglots jaillissent avec une violence inouïe, 2 années de douleur refoulée qui remontent à la surface. « Je suis... Elliot », bafouille-t-il entre les larmes. « Elliot Duvivier, mon papa. Mon papa s'appelait Henri. Ma maman, Céleste. » Chaque mot prononcé lui arrache des sanglots plus profonds, mais aussi une libération inespérée. Pour la première fois depuis son arrivée, il peut dire son vrai nom sans crainte. Pierre, témoin de cette scène bouleversante, comprend instantanément que son ami va lui être arraché. Il se précipite vers Elliot et l'étreint désespérément. « Non, vous ne pouvez pas l'emmener. Il est mon frère. » Madame Rousseau, émue aux larmes, pose une main apaisante sur l'épaule de Pierre. « Je dois le protéger, mon enfant. Des gens très méchants ont fait du mal à Elliot. » Elliot se dégage en douceur de l'étreinte de Pierre et court vers leur jardin secret derrière la chapelle. Là, dans ce refuge qu'ils avaient créé ensemble, il déterre fébrilement ses dessins cachés et ses journaux codés. Ses mains tremblent tandis qu'il confie ses trésors secrets à Pierre. « Garde-les, garde-les pour que quelqu'un sache que j'ai existé. »« Elliot, non !» sanglote Pierre. « Tu existes, et je ne t'oublierai jamais. » Les 2 enfants s'enlacent une dernière fois, conscients que cette séparation sera définitive. Elliot murmure à l'oreille de son ami. « Si un jour tu retrouves ma vraie famille, dis-leur que je ne les ai jamais oubliés. » Madame Rousseau les rejoint dans le jardin, suivie de près par un père Mathias livide. « Elliot, dit-elle doucement, il faut partir maintenant. Je vais te mettre en sécurité. » Mais au moment de quitter l'orphelinat, l'enfant se retourne une dernière fois vers Pierre qui pleure debout dans leur jardin secret. Cette nuit-là, dans le bureau de Madame Rousseau à Tours, Elliot dort enfin paisiblement pour la première fois depuis 2 ans. Il a retrouvé son nom, sa mémoire, son droit d'exister. Mais au petit matin, quand l'inspectrice vient le réveiller pour l'emmener en lieu sûr, le lit est vide. La fenêtre est ouverte. Elliot Duvivier a disparu à nouveau, cette fois de son propre chef, laissant seulement un mot griffonné. « Merci de m'avoir rendu mon nom. Maintenant je peux aller retrouver mes parents. » Mai 1908. Les recherches pour retrouver Elliot Duvivier mobilisent tous les services de police de la région centre. Madame Rousseau, rongée par la culpabilité, organise des battues dans les forêts du Val-de-Loire. Comment a-t-elle pu sous-estimer la détermination de cet enfant de 9 ans à reprendre le contrôle de son destin? Les archives départementales conservent encore aujourd'hui les rapports quotidiens de ces recherches infructueuses. Pierre Dubois, resté à l'orphelinat, devient le gardien silencieux de la mémoire de son ami. Chaque soir, il se rend dans leur jardin secret et arrose les fleurs qu'Elliot avait plantées. Les marguerites ont fleuri, comme si elles portaient encore l'amour que le petit garçon vouait à sa mère disparue. Dans une boîte de fer-blanc enterrée sous le rosier sauvage, Pierre conserve précieusement les dessins et les journaux codés que son ami lui a confiés. 3 semaines après la disparition, un cheminot découvre le corps d'un enfant sur les rails de la ligne Paris-Tours, près du pont de la Loire. Les vêtements correspondent à ceux qu'Elliot portait lors de sa fuite. Madame Rousseau,
appelée pour l'identification, reconnaît avec une douleur immense le petit visage qu'elle avait voulu sauver. Le rapport médical indique que la mort a été instantanée. Aucune trace de violence. L'enfant semblait avoir choisi consciemment son destin. Dans la poche de sa chemise, les enquêteurs découvrent un dessin froissé. La petite maison de Béziers avec sa porte bleue. Mais cette fois, 3 silhouettes se tiennent devant l'entrée. Un homme, une femme et un petit garçon qui leur tend la main. Au dos du papier, une phrase écrite en lettres d'imprimerie maladroite, « Je rentre à la maison, Elliot Duvivier ». Le scandale éclate dans la presse nationale. Le journal de Tours titre « Un enfant préfère la mort à l'effacement de son identité ». L'Humanité dénonce « La République assassine ses propres enfants ». L'affaire Elliot Duvivier devient le symbole de la répression exercée contre les familles ouvrières et de la violence institutionnelle déguisée en protection sociale. Madame Rousseau démissionne de ses fonctions, brisée par l'échec de sa mission. Dans son rapport final au ministère, elle écrit « Nous avons voulu sauver un enfant de son passé, et nous avons détruit son âme. » Elliot Duvivier nous a enseigné qu'on ne peut pas vivre sans son nom, sans ses racines, sans l'amour de ceux qui nous ont donné la vie. Père Mathias et plusieurs responsables de l'orphelinat sont mis en examen pour falsification de documents officiels et séquestration de mineurs. L'orphelinat Saint-Benoît ferme ses portes en décembre 1908. Pierre Dubois est transféré dans une famille d'accueil bienveillante près de Blois, mais il n'oublie jamais son serment à Elliot. En 1925, devenu instituteur, Pierre retourne sur les lieux de l'ancien orphelinat. Le bâtiment est à l'abandon, envahi par la végétation. Dans ce qui fut leur jardin secret, les marguerites d'Elliot fleurissent encore, sauvages et libres. Pierre déterre la boîte de fer blanc qu'il avait cachée 17 ans plus tôt. Les dessins sont intacts, protégés par l'amour et la fidélité. Il décide alors de rendre publique l'histoire véritable de son ami. Grâce aux journaux codés d'Elliot, Pierre reconstitue l'identité complète de la famille Duvivier. Il retrouve la trace de Céleste, morte à l'asile de Montpellier en 1912, emportée par la tuberculose et le chagrin. Ses derniers mots, selon les registres médicaux, furent « Mon petit Elliot, maman arrive ». Pierre publie en 1926 un livre bouleversant, « Elliot, l'enfant qui refusa d'oublier ». L'ouvrage devient un best-seller et provoque une prise de conscience nationale sur le sort des enfants issus de familles subversives. Des lois sont votées pour protéger l'identité des mineurs et empêcher les changements de nom arbitraires. La photographie de 1907 devient iconique. Elle est exposée au musée de l'histoire sociale de Paris, accompagnée de cette inscription. Elliot Duvivier, 1899-1908, fils de Henri Duvivier, typographe, et de Céleste Duvivier, couturière. Mort pour avoir refusé qu'on efface son nom et l'amour de ses parents. En 1936, Pierre fonde à Béziers l'école Elliot Duvivier, destinée aux enfants défavorisés. Au-dessus de l'entrée, une plaque de bronze porte cette devise inspirée des derniers mots de Henri. La vérité doit d'abord être retournée avant de pouvoir être imprimée sur le monde. Dans la cour de récréation, un jardin de marguerites perpétue la mémoire du petit garçon qui préféra mourir libre plutôt que vivre sans son identité. Chaque année, le 28 avril, jour de la redécouverte de son vrai nom, les élèves de l'école déposent des fleurs sur une stèle gravée. Elliot Duvivier nous a appris que l'amour familial survit à toutes les tentatives d'effacement. Nos noms portent l'histoire de ceux qui nous ont aimés. En 1987, quand la photographie originale fut retrouvée dans les greniers de l'ancien orphelinat, un journaliste demanda à Pierre, alors âgé de 92 ans, « Pensez-vous qu'Elliot soit mort en vain ?» Le vieil homme sourit, ses yeux brillants de larmes retenues. « Elliot n'est pas mort. Il vit dans chaque enfant qui connaît son vrai nom, dans chaque famille qui se souvient de ses ancêtres, dans chaque personne qui refuse qu'on efface son histoire. » La dernière volonté de Pierre fut d'être enterré dans le cimetière de Tours, près de la tombe d'Elliot Duvivier. Sur sa pierre tombale, il fit graver « Pierre Dubois, 1895-1989, ami fidèle d'Elliot Duvivier, gardien de sa mémoire. » Leurs tombes, côte à côte, sont fleuries chaque printemps par des visiteurs anonymes,
qui viennent honorer l'amitié éternelle de deux enfants que l'injustice n'a jamais réussi à séparer vraiment. Aujourd'hui encore, quand on observe attentivement cette photographie de 1907, on peut voir dans les yeux baissés d'Elliot, non pas la défaite, mais la résistance silencieuse d'un enfant qui savait que son nom valait plus que sa vie. Et dans cette larme qui roule sur sa joue, c'est tout l'amour du monde qui refuse de s'effacer. Cette histoire dramatisée, inspirée de faits réels historiques, nous rappelle que perdre son nom, c'est perdre une part essentielle de soi. L'identité et la mémoire familiale sont des trésors que personne ne devrait effacer. Et vous, qu'évoque pour vous le nom que vous portez? Avez-vous déjà ressenti le poids d'un secret de famille ou la peur de l'oubli? Que représente pour vous la véritable justice face aux injustices du passé? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot mémoire dans les commentaires pour nous le montrer. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche et de partager cette histoire pour que la mémoire d'Elliot vive encore. Et cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir d'autres récits bouleversants.